Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public, pour cette émission thématique qui nous donne l'occasion de recevoir Bart van Loo. Bart van Loo, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur, mais j'en dirai davantage tout à l'heure, d'un livre qui a retenu d'abord l'attention de Jean-Louis Bourlanges. Quand je disais tout à l'heure, nous donne l'occasion. Je voulais donc dire avec Jean-Louis Bourlanges, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, et Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova. Je disais donc que Jean-Louis Bourlanges, en son temps, dans une brève d'une des émissions dites ordinaires, a signalé votre livre. L'ayant signalé, il m'a convaincu. Et à mon tour, je voudrais en convaincre nos auditeurs. Bart van Loo, vous êtes écrivain, vous avez enseigné le français, vous avez écrit plusieurs livres sur l'histoire et la littérature française. Vous êtes aussi belge, néerlandophone et marié à une bourguignonne à qui vous avez dédié votre livre dont nous allons parler. Vous l'avez dédié en ces termes: à mon épouse bourguignonne, rentrée chez elle en Flandre. Vous nous expliquerez ce mystère. Dans cet ouvrage, vous retracez l'histoire des ducs de Bourgogne et vous montrez leur rôle dans la genèse des plats pays qui deviendraient plus tard les Pays-Bas et la Belgique. Votre livre a été traduit en français, puisqu'il n'a pas été écrit en français. Votre livre a été traduit en français sous le titre « Les Téméraires, quand la Bourgogne défiait l'Europe ». C'est d'ailleurs une très belle édition. Il s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires dans plusieurs pays européens. Remarquant que la Bourgogne est souvent laissée pour compte dans l'histoire de France, et également mal connue en Belgique, vous avez entrepris de revenir sur les traces des ducs bourguignons, Philippe le Hardi, Jean sans Peur, Philippe le Bon et Charles le Téméraire. Bien que vous ayez fait des études de philologie romane, c'est plus en conteur que vous traversez les siècles, de l'arrivée des Burgondes en Occident en 506 à la naissance de Charles Quint en 1500. Le duché de Bourgogne est né autour de la région française du même nom, et même plus précisément de la Bourgogne-Franche-Comté, réunifiée par la réforme administrative de 2016, qui a reproduit de manière fortuite et en tout cas inconsciente, des frontières proches de celles du royaume de Gondebaud au 5e et au 6e siècle. Mais les efforts des ducs de Bourgogne au 14e et au 15e siècle se sont surtout déployés vers les plats pays. Des terres marécageuses des Flandres, ils ont su faire une région prospère que vous qualifiez même de berceau du capitalisme en Europe occidentale. Les ducs de Bourgogne ont progressivement unifié ces territoires qui forment ce que l'on appelle à partir de Charles le Téméraire les 17 provinces et qui deviendront au XVIe siècle les Pays-Bas espagnols et les Provinces-Unies. Ils y mènent des réformes juridiques, financières et répriment fréquemment les soulèvements des villes comme Bruges et Gand. L'histoire du duché de Bourgogne que vous racontez, c'est aussi celle de ses rapports avec la France, marqués par des guerres et par des meurtres, celui de Jean sans Peur, qui ordonne l'assassinat de Louis d'Orléans en 1407, avant d'être à son tour exécuté en 1419, en présence du dauphin de France, le futur Charles VII. En pleine guerre de Cent Ans, l'Angleterre s'immisce dans ses rivalités, et les Bourguignons oscillent entre alliance avec les Anglais et réconciliation avec la France, comme ce fut le cas à Arras en 1435. Votre fresque retrace toutes les stratégies d'alliance et de mariage qui ont permis, le hasard aidant, que le dernier Bourguignon soit aussi le plus grand roi de l'époque moderne et sans doute le moins bourguignon, régnant sur un immense empire. Nous voulons évidemment parler de Charles Quint. Pour introduire notre conversation, j'aimerais, Bart van Loo, vous demander quel accueil ce livre qui aborde à la fois l'histoire des Pays-Bas, de la Belgique, de la France et dans une moindre mesure de l'Angleterre, quel accueil a-t-il reçu dans ces différents pays? Bart van Loo. Merci Philippe Meyer de m'avoir invité. Bonjour tout le monde. En effet, moi j'ai écrit plusieurs livres, tout d'abord sur l'histoire et la culture française. J'ai voyagé dans les traces de Balzac, de Maupassant, j'ai fait un livre de cuisine littéraire, j'ai fait un livre sur la pornographie, l'érotisme français. Et à un moment donné, j'ai fait une histoire chantée de France.
où je raconte l'histoire de France en me promenant dans les rues de Paris et en associant de Clovis jusqu'à Sarkozy, en associant événements historiques à certains chanteurs, à certaines chansons. À un moment donné, donc, j'ai tout donné pour la France. On me surnomme l'Uber-francophile en Belgique. Et je me suis posé la question, et ici? Alors comment tout, où je me retrouve, la Flandre, les Pays-Bas, Anvers, Bruxelles, etc., comment tout cela est devenu ce qu'il est devenu? Et donc je me suis penché finalement sur mes propres racines. Et ce qui est très drôle, pour expliquer mes racines, je dois encore d'abord faire le détour par la France. Et j'ai pu constater que mes racines septentrionales étaient bien liées de façon souterraine avec mon regard méridional dirigé vers la France. Mais j'arrive donc à ce livre qui a connu un grand succès, tout d'abord dans notre domaine linguistique. Pourquoi ? J'espère que c'est un bon livre, évidemment, mais je crois qu'il y a aussi une raison bien particulière, c'est que quand j'étais jeune, à l'école, on m'apprenait toujours que le début de notre histoire, c'était la séparation entre le Nord et le Sud, c'est-à-dire entre ce qui deviendra les Pays-Bas et la Belgique. C'est la séparation due aux Espagnols, aux tensions religieuses entre protestants et catholiques. Bon, c'est triste. Notre histoire débute par un divorce. Alors, je me suis penché sur toute cette question et j'ai découvert qu'il y a tout un pan d'histoire dont on ne parle jamais et que ce divorce qui semble suggérer qu'avant on avait toujours été réunis, non, c'était pas le cas. Si on regarde la carte d'Europe à la fin du Moyen-Âge, on voit sur le continent, il y a l'Angleterre, mais sur le continent, on voit évidemment la France et le Saint-Empire romain germanique, entre les deux, une frontière qui allait, on dirait-elle, durer éternellement. Et nous, dans le Nord, alors, la Flandre, le Brabant, la Hollande, la Zélande, le Hainaut, etc. On existait, mais ou bien on appartenait à la France, ou bien on appartenait à l'Empire. Et donc, je disais que ça allait, on avait l'impression que ça allait durer tout le temps, mais non, personne ne l'avait vu venir au cours des 14e, 15e siècles. On voit apparaître, émerger une nouvelle unité étatique, un nouvel État, si vous voulez, entre ces deux superpuissances, et c'est ce que j'appelle les plats pays. C'est le berceau de ce qui deviendra plus tard la Belgique et les Pays-Bas. Et alors là, ce qui est étonnant, j'ai découvert que c'était le fruit du travail des ducs de Bourgogne complètement oubliés, invisibilisés dans votre et dans notre roman national. Et j'ai découvert que ces plats pays, c'est une empreinte indélébile de Bourgogne en Europe. Et alors là, tout le monde chez nous s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on nous a jamais raconté cette histoire, qu'il y a avant le siècle d'or de Rembrandt et Vermeer, il y a eu ce siècle d'or bourguignon qui est vraiment notre Urverhaal, comme on dit, notre histoire originelle oubliée. Et donc ça, je crois, expliquer le succès chez nous. Après, le succès engendre l'intérêt, évidemment, de d'autres pays. La première traduction s'est faite en Allemagne. Le livre s'est très bien vendu en Allemagne, a eu beaucoup de critiques. Ce qui était très drôle, et ça, déjà, ça jouait chez nous, peut-être on pourrait en parler, j'aimerais bien savoir votre opinion. Il y a quand même un léger frottement, parfois, entre ce que je fais, mon style, et le style universitaire, disons. Et on a les livres d'histoire universitaire, et on a de l'autre côté Maurice Druon, Alexandre Dumas. Moi, je crois qu'il y a un entre-deux, qu'il y a entre les livres universitaires et le roman historique, il y a ce que j'appelle l'épopée scientifique. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et alors, là, en Allemagne, très bonne critique, mais par exemple, je soulève justement dans le Süddeutsche Zeitung, il y avait un professeur de fac qui avait dit « Ce livre se lit très bien, parfois trop bien ». Ça, c'est intéressant parce que c'est une question qui parfois arrive, comme si quand quelqu'un, avec un certain sens d'humour, avec un certain sens de la frivolité, l'intérêt pour les détails croustillants, que tout à coup, on pourrait estimer que ce soit moins sérieux. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je crois que pour être sérieux, il faut être drôle. Pour être drôle, il faut être sérieux. Et les deux peuvent très bien se rallier. Alors ça, c'est très intéressant. En Angleterre, l'accueil était encore beaucoup plus impressionnante. Des pages entières dans The Times, The Sunday Times, élu parmi les meilleurs livres de l'année dans The Times. Parce que je crois qu'en Angleterre, on aime beaucoup plus ce genre de style de livre qui est entre
je répète, livre d'histoire et roman historique, cette épopée scientifique est bien tombée en Angleterre avec, je n'oublierai jamais cette page c'était The Daily Independent, je crois, qui disait en grand, et ça vaut aussi pour la France, We forgot the Burgundians. Comme ça, on arrive en France où, bizarrement, j'ai eu de très bonnes critiques, mais moins de critiques dans les grands journaux qu'en Angleterre. Ceci étant dit, les chiffres de vente le livre a très bien fait, peut-être aussi dû à un grand succès en Belgique francophone, où tous les journaux là entièrement ont... Parce que là, en Belgique, les francophones belges se disent, mais on a un flamand. En plus, qui s'exprime volontiers en français, qui nous raconte cette histoire originelle, oubliée, qu'on a en commun entre les Belges. Donc là, on m'a adoubé. En France, la question que j'aimerais vous poser, est-ce que c'est vrai que, parce que le Figaro en a parlé à plusieurs fois, mais quand même, en Angleterre, on a beaucoup plus, en Allemagne aussi beaucoup plus parlé dans les grands journaux. Comment expliquer ça? Est-ce que c'est parce que, dû à ce que je viens de dire, cette dichotomie entre style universitaire et mon style, ou est-ce que c'est toujours dû à cette idée qui a été instaurée par Jules Michelet au XIXe siècle, que c'est bourguignons que j'appelle les téméraires, qui ont été marqués au fer rouge, comme les rebelles, comme les traîtres, qui ont vendu la France à l'Angleterre en 1420, que c'est toujours quelque chose dans la presse franco-française qui dit, ben non, cette histoire, on le met un peu à côté. Tandis que moi, je croyais, ce qui pourrait être intéressant quand même, c'est que mon livre propose une vision septentrionale de la guerre de 100 ans qui a été un peu dans l'oubli, dans le roman national, dans l'historiographie française. Jean-Louis Bourlanges. Oui, d'abord, je tiens à vous dire que quand vous dites que vous vous êtes intéressé à Paris sous l'angle de ses rues et des rapports entre ces rues et les chansons, vous êtes directement en concurrence avec Philippe Meyer. Je l'ai dit donc presque en chuchotant. C'est vous évidemment... ne partirez pas sans m'avoir donné les références de votre livre. L'une des nombreuses spécialités. Parce que Philippe est essentiellement un multispécialiste. Alors sur le genre, vous avez dit plein de choses dans votre introduction, c'est très intéressant. Sur le genre, je crois que c'est tout à fait éclairant de montrer qu'il y a une troisième voie. Je suis un centriste, donc la troisième voie c'est ma spécialité. Qu'il y a une troisième voie entre l'histoire scientifique et le roman historique. Et je crois que ce qui caractérise votre livre, c'est deux choses. D'une part, et ça plaît beaucoup aux Anglais, c'est le côté storyteller. On raconte une histoire, on a... Mais d'ailleurs, sur la Bourgogne, Prosper de Barrande, qui était le grand historien de la Bourgogne sous la Restauration, fait la même chose. Il raconte des histoires. Et si les Français perdent le goût de l'histoire, c'est aussi parce qu'on ne leur raconte plus des histoires. Mais il y a plus. Il y a votre côté linguiste, littéraire, et ce qui quand même donne une épaisseur et une authenticité à votre livre, c'est l'abondance des références aux contemporains de l'histoire que vous décrivez, aux chroniqueurs, aux orateurs, à tout ce qui circule, et on a dans ce français ou ce néerlandophone, ce néerlandais, d'ailleurs extrêmement savoureux, que vous citez à tout moment, on a vraiment, de ce point de vue-là, un contact culturel immédiat avec non seulement des gens qui sont un peu décalés géographiquement par rapport au centre de la France, mais également des gens qui sont profondément décalés par l'époque. Et on a le XVe siècle qui surgit en vous lisant. Donc je crois que c'est pour ça que ce livre est quand même très très agréable et très intéressant à lire et très riche sur le plan culturel. Sur la question de fond que vous posez, je crois que ça va nous occuper toute l'émission, mais il me semble que je crois qu'il y a quand même, si vous êtes mieux apprécié en Angleterre qu'en France, c'est parce que la Bourgogne, dans sa double variante bourguignonne stricto sensu et Pays-Bas, plat pays, comme dirait Brel, séduit les Anglais. D'abord, il ne faut pas oublier que quand même c'est la Bourgogne
qui a donné Jeanne d'Arc, qui a vendu Jeanne d'Arc aux Anglais. Donc c'est un péché majeur pour les Français. Et évidemment, les Anglais apprécient ce moment avec plus de sympathie. Deuxièmement, la conquête des Pays-Bas, notamment de la Belgique, c'est quand même au cœur, et ça vous le montrez bien à travers notamment l'évocation de ce personnage absolument clé qui est Philippe le Hardi de Bourgogne. Je dis Philippe le Hardi de Bourgogne parce que nous avons un roi de France qui s'appelle Philippe le Hardi et qu'il ne faut pas confondre avec Philippe le Hardi de Bourgogne étant le fils le plus jeune de Jean le Bon et celui qui dit à Poitiers Père gardez-vous à droite, Père gardez-vous à gauche et qui de ce point de vue-là figure en bonne place dans le récit national français, mais qui est l'homme qui va effectivement jeter les bases d'un décentrage de l'héritage bourguignon en le tournant très largement vers la Flandre. Et là, on voit bien, les Anglais disent, Jacques Bainville, par exemple, dans son livre sur Napoléon, dit que ce qui était, c'est sans doute un peu réducteur, mais il y a une part de vérité, que ce qui rendait impossible l'entreprise napoléonienne, c'est qu'il était mandaté pour garder la Belgique à la France et que les Britanniques ne voulaient pas en entendre parler. Donc on a vraiment un conflit géopolitique et la Bourgogne, c'est le roman noir vous l'avez dit à propos de Jules Michelet, c'est le roman noir de l'histoire française, c'est l'envers diabolique, c'est le démembrement, et c'est notamment quelque chose qui échappe complètement à la conscience française. C'est un effort extrêmement intéressant et que vous décrivez d'ailleurs pour créer une monarchie tempérée. C'est pas seulement un État souverain, une puissance moyenne. Braudel avait parlé à propos des Portugais, des Néerlandais et de la Bourgogne, avait parlé sur 2 siècles de l'heure des puissances moyennes. C'est ça, mais c'est aussi cet effort très intéressant auquel est associé le nom de Philippe le Bon, de façon plus équivoque celui du Téméraire, de Charles le Téméraire, c'est la volonté de créer une monarchie beaucoup plus participative, beaucoup plus respectueuse des corps intermédiaires, un modèle qui n'est pas du tout l'absolutisme. Les Français ne voient absolument pas ça. Et alors, la question que je vous pose, c'est en réalité, il me semble qu'il y a 2 fractures dans dans cette histoire. Il y a la fracture entre la Bourgogne stricto sensu, c'est-à-dire ce qui est aujourd'hui la région, la Franche-Comté et la région de Bourgogne, qui va être au terme de l'aventure de Louis XI récupérée directement par la France, et la différence quand même très profonde avec les Pays-Bas, qui échappe, c'est bien le sens des règlements entre les Habsbourg et les Valois, qui échappe complètement à la couronne de France, et qui va engendrer une nouvelle fracture, notamment liée à la religion, entre ce qui c'est aujourd'hui les Pays-Bas, donc les Provinces-Unies au XVIIe siècle, et la Flandre catholique. Donc il y a cette double fracture, mais il y a aussi une fracture sociale. C'est-à-dire qu'au bout du compte, la Bourgogne reste dans un régime français, alors qu'il y a cette revendication bourgeoise qui, si vous voulez, la difficulté pour Philippe le Hardi, c'est qu'il se heurte à la fois à une méfiance à l'égard de la France et à une méfiance à l'égard des gens d'en haut, de l'aristocratie, tout ce caractère pré-révolutionnaire que vous décrivez très bien. Donc, je pense qu'il y a certainement il y a une très très grande difficulté pour la France à comprendre l'entreprise de Philippe le Hardi, à comprendre ce que signe, est-ce que la Flandre avait vocation à rejoindre la couronne de France, doublé de ce combat aristocratique auquel la France ne s'est jamais identifiée. La France était fondamentalement, elle l'a montré, était hostile aux aristocrates. Donc il est à la fois pris, la Bourgogne est à la fois prise dans cette dénonciation féodale et dans cette dénonciation de la dissidence par rapport au grand récit national français. C'est ça, je crois, la raison de ces mal-aimés de l'histoire de France que sont les Téméraires. Bertrand de Laux.
Là, vous me posez beaucoup de questions. Oui, Je devrais quasiment résumer tout mon livre. Mais non, parce que je parle pas du premier millénaire. Voilà, oui, ça c'est vrai, oui. Mais peut-être quand même pour les gens qui nous écoutent à l'autre bout des ondes radiophoniques, répétons cette année très importante pour cette histoire, c'est 1369, plus particulièrement le 19 juin 1369, quand Philippe le Hardi, dont vous chantez à raison les louanges, il quitte il part en Bourgogne pour venir en Flandre, à Gand plus particulièrement, se marier avec la plus riche héritière d'Europe. C'est Marguerite de Flandre, Margaretha van Maal. Il faut savoir que le roi d'Angleterre a tout fait pour marier ses fils à cette riche héritière aussi. Et alors on peut dire que si sur les champs de bataille, les Bourguignons et les Français, à ce moment-là encore très reliés, se font battre souvent par les Anglais, que quand il s'agit de batailles matrimoniales, que là, les Bourguignons, souvent... Et Charles V est meilleur qu'Édouard III. Ça, on peut bien le dire. Donc, il arrive à marier son frère à Marguerite de Flandre. Et alors là, on scelle le pacte de ce qui va être le noyau de cet nouvel État flamando-bourguignon. Et c'est vrai que Philippe le Hardi, ce qu'il attend, c'est pas rien. Hein. Il doit donc il est entre la France et la Bourgogne, parce que la France, c'est son frère qui a dit, écoute, je te donne en dot toutes les villes dans le nord que nous on a pris après 1302 à ces Flamands, la bataille des Éperons d'Or, etc. Mais plus tard, il chuchote dans l'oreille de son frère, vous allez nous rendre ça. Il ne le fera pas. Donc là, déjà, on sent qu'il y a une idée d'autonomie, d'indépendance de la part de Philippe le Hardi vis-à-vis de son frère qu'il adore. Donc, et en plus, il se voit entre l'Angleterre et la France, parce que c'est la guerre de 100 ans à cette époque. Et donc on a la France, la Flandre est reliée féodalement à la France, mais économiquement à l'Angleterre. Donc là aussi, il se trouve entre le marteau et l'enclume. Et en plus, il va rencontrer quelque chose qui n'existe pas en Bourgogne, mais même pas en France, je crois, peut-être à Paris, c'est la puissance des citadins, la puissance des villes, qui sont une puissance dans l'État, si je peux m'exprimer. Et donc, il doit tout le temps parler avec eux, se battre avec eux. Et comme il le fait comme son petit-fils, ce qu'il va faire, c'est faire en sorte que les Brugeois et les Gantois vont ça existe en France, on a Étienne Marcel. Ah oui. Ah, oui. Ça, c'est la même époque. Oui, exactement. Un tout petit peu. Oui. Mais là, quand on a arrêté Étienne Marcel, etc., ça va durer très longtemps avant qu'en France, vous alliez encore bouger il faut attendre Giscard d'Estaing pour donner l'autonomie à la Commune de Paris. Donc là, et là, je perds un peu le fil de mon histoire. Mais j'étais donc Philippe le Hardi. Qu'est-ce que j'étais en train de raconter? Monsieur Bourlange, je suis désolé. Votre Giscard d'Estaing, il me désarçonne. Non, vous étiez sur les villes. Ah oui, sur les villes. Et là, ce qu'il va faire, son petit-fils, Philippe le Bon, encore mieux, ils vont faire en sorte que les Brugeois et les Gantois vont se quereller entre eux. Parce que si les villes avaient fait front commun, ils auraient pu vraiment battre les ducs, ça c'est sûr. Donc c'est en fin politique qu'il arrive en Flandre et qu'il doit survivre. Et c'est génial, il va marier en plus son fils Jean sans peur, je résume, à la Hollande, la Zélande et le Hainaut. Et là, on voit apparaître le concept de ce que j'appelle les plats pays. Mais il va faire beaucoup plus. Il va, et là, je trouve que, parce qu'on n'en a pas encore parlé, je suis avec un homme politique à table, évidemment, on parle beaucoup de politique, de géopolitique très important, mais je crois que les gens qui ont lu mon livre, les lecteurs, vont certainement être d'accord qu'on sent battre mon cœur le plus sur les pages où je parle d'histoire d'art, quand je parle des artistes. Et c'est là que, vraiment, Philippe le Hardi, il va voler mon cœur, si je peux me permettre, il va donc créer la Chartreuse de Chaumol. C'est une abbaye aux portes de Dijon. Et pour décorer, et maintenant ça devient vraiment intéressant, ça devient européen cette histoire, pour décorer ce monastère, il va attirer les meilleurs artistes de chez nous, si je peux me permettre. Les Sluter, qui vient de Haarlem, les Broederlam, qui vient de Dieppe, Malwal, que vous avez francisé en Malouel, qui vient de Nimègue, Jacques de Bars, qui vient de Termonde. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit donc que
ses meilleurs artistes en tant qu'ambassadeurs de pays, entre guillemets, qui ne sont pas encore reliés entre eux, là, des pays du Nord. Ils se retrouvent sur un champ artistique hors du commun où ils vont parler entre eux leur Tiwa, c'est-à-dire leur moyen néerlandais et leur français du Nord. Et là, on voit pour la première fois, live, en action, devant nos yeux, le concept des plats pays. Ce qui est intéressant, c'est que nous, dans le Nord, nous sommes nés dans les arts. Avant que l'union se fait sous le petit-fils, sur le plan judiciaire, monétaire, politique, démocratique si vous voulez, alors cette unité va se créer déjà sous Philippe Lardy dans le monde artistique, c'est-à-dire que dans mon histoire, dans notre histoire, en Belgique, aux Pays-Bas, l'art précède la politique, n'est-ce pas? Une idée magnifique d'origine. Alors, sans doute aurais-je dû commencer en disant ça, mais en lisant votre livre, on voit en effet que on n'est pas passé loin de l'Europe avec la Bourgogne et d'une Europe dans laquelle le rapport entre le pouvoir central et les différentes composantes de l'Europe aurait été totalement différent de ce qu'il est aujourd'hui évidemment, mais différent aussi du type de rapport que nous connaissons entre le pouvoir central et les provinces. Parce que en filigrane, c'est pas du tout votre sujet, mais en filigrane apparaît la richesse. Alors là, vous venez de parler de Dijon, c'est une décision du duc de Bourgogne, mais la richesse artistique entre autres, mais sociale et économique, etc., des provinces, et à travers ce que vous disiez tout à l'heure sur les villes, et sur des villes comme Gand et comme Bruges, et qui donneront beaucoup de fil à retordre, pas à un seul, mais même à plusieurs ducs de Bourgogne, on voit aussi ce qu'a pu être le dynamisme, le poids spécifique de communes ou de régions à l'intérieur. Et c'est aussi je dirais pour moi, presque une des fascinations de ce livre. C'est-à-dire qu'on refait l'histoire à partir de la Bourgogne et on dit, est-ce qu'on ne serait pas passé à côté de quelque chose? Je peux me permettre de réagir parce que c'est vrai que c'est très intéressant. On voit, c'est la problématique de Philippe de Bourgogne, Philippe le Bon. Finalement, il va s'installer de plus en plus à Bruxelles. Il faut donc bien dire qu'au début, les ducs sont encore bien présents en Bourgogne. Ils vont doucement délaisser le sud pour la Flandre, le Brabant, qui sont beaucoup plus riches, et ils ont des fils à retordre avec les villes, donc leur présence est exigée dans le Nord. Il faut imaginer donc Philippe le Bon, donc disons quand il est vraiment au top de sa puissance, il vient de conquérir la Hollande, la Zélande, le Luxembourg, il va acheter le comté de Namur qui fait faillite, etc. On voit vraiment les plats pays, et il est sur son trône, dans son palais du Koudenberg. Il est dans ce palais où il y a les Rogier van der Weyden et les Jan van Eyck qui pendent au mur. On entend la polyphonie de Dufay, de Binchois. Ah, c'est génial quand même. Il est là sur son trône avec sur ses genoux un sac, et dans ce sac, il y a tous ces pays. Alors, ce n'est pas parce qu'on met plusieurs pays dans un sac qu'automatiquement, on crée un sentiment d'unité. Pour vous illustrer ça, il suffit que je chuchote juste un nom, Europe. C'est une problématique européenne avant la lettre. Et comme l'a fait déjà l'Union européenne, et comme elle va encore le faire sans doute pour survivre, Philippe le Bon, il va réformer sur le plan juridique, je ne vais pas entrer dans les détails financiers, mais aussi monétaire. Il va créer une espèce d'euro avant la lettre. Il va créer le Vierlander, c'est-à-dire qu'à Amsterdam, à Luxembourg, à Lille, à Bruxelles, on peut payer avec la même monnaie par des gens qui ne parlent pas la même langue. C'est quelque chose de moderne, d'européen. Et il va même finalement créer aussi, pour la première fois, les états généraux des plats pays en 1464. Et là, vraiment, c'est un moment important. Le 8 janvier, à Bruges, c'est vraiment l'acte de naissance des plats pays. Marc-Olivier Padis. Oui, je voulais revenir en arrière un peu sur la question de l'écriture, parce que c'est quelque chose de très agréable, effectivement, dans la lecture de votre livre. Et pour en donner une idée, par exemple, on peut redire un mot de la construction du livre, parce que vous avez une première partie, comme vous dites, qui couvre 1000 ans, donc vraiment 406, 1369. Ensuite, un siècle. Ensuite,
une décennie, puis une année, puis un jour. Donc, c'est une construction tout à fait inhabituelle, mais qui retient vraiment l'attention. Et comme vous l'avez dit, l'attention que vous portez aux artistes, aux œuvres d'art, surtout les sculpteurs et les peintres, ça donne aussi un intérêt. C'est des choses qu'on découvre. J'y reviendrai. Mais en ce qui concerne la réception française, je ne suis pas surpris par la réception allemande où la dichotomie est relativement forte, effectivement, entre l'histoire savante et puis des livres plus de récits ou d'épopées. En France, je pense qu'on a moins ce clivage parce qu'on a une école historique française qui a aussi des grands écrivains où il y a une qualité d'écriture très grande, même si on a reproché à l'école des Annales d'avoir un peu délaissé l'histoire événementielle. Fernand Braudel ou Lucien Febvre sont quand même des orfèvres de la langue et même Michelet aussi. Michelet aussi, plus en amont, mais je dirais dans la période plus contemporaine de Georges Duby est un merveilleux écrivain, jusqu'à Mona Ozouf, etc. On ne va pas tous les citer. Donc, on a moins... clairement moins qu'en Allemagne, cette dichotomie entre histoire savante et puis le travail de l'écriture. Mais c'est vrai que vous apportez quelque chose avec les œuvres d'art. C'est vrai que, par exemple, la Chartreuse de Champmol, moi, je ne connaissais pas alors que je suis né à Dijon, donc c'est pour vous dire un peu... je n'y ai pas vécu, parce que j'ai vécu à Bruxelles, mais... bourguignon dans l'âme. Je suis bourguignon des deux côtés, sans le savoir. Mais bon, il y a des découvertes comme ça dans votre livre. Et puis, ce que vous apportez aussi, c'est que on est passé en France, pour simplifier beaucoup, mais disons cette histoire de longue durée qu'a apporté les Annales, à de la micro-histoire, où on peut faire de la monographie urbaine ou des choses comme ça. Vous prenez une échelle qui est tout à fait inhabituelle dans le contexte français, et surtout cette échelle régionale qui a mauvaise réputation dans la tradition politique française, de la Bourgogne, qui nous offre un regard décalé, de biais, qui est très instructif. Donc, je trouve que ça apporte beaucoup dans l'intérêt de la lecture. Alors, pour vous poser une question, je dirais effectivement, la question qui vous intéresse, c'est finalement la généalogie de votre pays et des Pays-Bas. Pour un lecteur français, ce qui nous intéresse, c'est de voir l'histoire de France, effectivement, de biais, à travers la Bourgogne, qui est mal aimée de cette histoire, comme l'a dit Jean-Louis aussi, sauf parfois comme faire valoir, c'est-à-dire Charles le Téméraire contre Louis XI, des choses comme ça, ou la fin de la guerre de 100 ans. Mais on n'a pas on a un récit national, évidemment, à la Michelet, où je dirais il y a au moins deux éléments qui sont tout à fait inhabituels pour nous. D'abord, dans l'histoire, si je simplifie aussi beaucoup de l'histoire nationale, c'est la construction de la continuité territoriale qui s'élargit progressivement, et la France, de façon téléologique, rejoint l'espace qu'elle doit occuper. Et donc, c'est un récit, d'ailleurs, comme méta-récit, c'est un peu problématique, d'ailleurs, comme façon de présenter les choses, puisque finalement, c'est la fin qui dicte la compréhension de... On devrait aller jusqu'au Rhin, si c'était vrai. C'est ça. Oui, et alors après, le deuxième thème, c'est la continuité territoriale. Les frontières naturelles, pardon. C'est ça. C'est-à-dire que la France occupe ses frontières naturelles. Et les frontières naturelles, il y a toujours un problème au nord. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de frontières naturelles. Enfin, les Ardennes, un peu. Mais sinon, pourquoi, effectivement, comme la Révolution française ou comme Napoléon, pas aller jusque tout au nord? Voilà un peu des réflexions. Donc, c'est surtout... Ce qui est difficile à comprendre pour nous, c'est le fait que on a affaire à des territoires qui n'ont pas de continuité, entre la Bourgogne et les plats pays. Et donc, ça, c'est difficile à se représenter. Et même entre la séparation entre la Belgique et les Pays-Bas, c'est une question finalement, d'arriver à construire une homogénéité territoriale. Pardon de l'eau. Vaste question encore, mais disons d'abord, quand même, je crois que c'est une autre façon de décrire l'histoire de France. C'est pas seulement l'histoire des plats pays. Beaucoup plus que l'Angleterre et beaucoup plus que le Saint-Empire romain abrégeons l'Allemagne, la France est présente au cœur de mon livre, déroulée
dérouler le fil des ducs de Valois, c'est aussi dérouler le fil des rois de Valois. Qu'au début, c'est la même famille, après on les suit. Philippe le Hardi et son frère, Charles VI le Fou et son frère vis-à-vis de Jean sans peur, les 2 meurtres, puis la guerre des Armagnacs et des Bourguignons, c'est la grande histoire de France. Hein. Puis Philippe le Bon, là on voit doucement qu'on s'affranchit de l'histoire de France, qu'il y a cette création de ces plats pays. Et puis on y revient avec Charles le Téméraire vis-à-vis de Louis XI qui est quand même... Pour vous, c'est un grand roi, je crois. Oui. Hein, c'est un grand roi. Je comprends de votre point de vue. On aime bien parce qu'il est méchant. Il est méchant. Et donc, il est efficace. Il a repris la Bourgogne. Le machiavélisme fondamental de la bourgeoisie française qui croit que quand on est cynique, ça veut dire qu'on est intelligent. Ça, c'est vrai, ça va de Louis XI à Hubert Védrine. Ouais. mais Louis XI... C'est aussi, il y a, et ça vous ne le dites jamais, mais le grand triomphe, c'est qu'il a récupéré, il n'a rien fait. Hein. À Nancy, il n'était pas présent. Hein. Il a sponsorisé les Suisses, c'est vrai, mais c'est les Suisses qui ont tiré les marrons du feu. Vous avez gagné la Coupe du Monde sans être présent. Ça, c'est Nancy. Alors, vous récupérez la Bourgogne assez facilement. Les Dijonnais, les loups qui ont gagné. se posent pas beaucoup. Mais alors là, il y a une faillite énorme dont vous parlez jamais pour qui se concerne votre grand roi. Parce que, quand même, le but final, ultime de Louis XI, c'était de conquérir la partie la plus riche d'Europe. Bien sûr. La Flandre, le Nord. Il n'y parvient pas. C'est vrai que il faudrait marquer en rouge dans les livres d'histoire sur le côté négatif de Louis XI, à côté de sa personnalité qui était peut-être pas la plus sympathique, mais je sais pas si on doit en tenir compte dans la grande histoire, mais quand même, la grande araignée comme tout le monde l'appelle. Mais donc, faillite, il n'a pas conquis la Flandre, le Brabant, et c'est très intense ce qui se passe. Donc, il aurait cru, peut-être comme Poutine, que ce serait très facile. Charles Téméraire, il n'est plus là. Le grand-duc d'Occident, taillé en pièces, c'est la déconfiture de la grande Bourgogne. Il voit que tout de suite, Dijon, Beaune, quasiment, ouvre les portes. J'exagère, il y a une résistance de quelques semaines. Mais dans le Nord, là, qu'est-ce qui se passe? Le flambeau de l'identité nationale, le flambeau de l'identité bourguignonne, si je peux m'exprimer comme ça, va être repris dans le Nord. Là, toutes ces villes qui souvent ont eu des problèmes avec les ducs, ils se réunissent dans les états généraux avec Marie de Bourgogne, la fille héritière de Charles Téméraire. Et là, ils vont se dire, on est bourguignon dans l'âme, on reste ensemble. Elle s'est mariée avec Maximilien d'Autriche qui vient en aide, ça aide beaucoup évidemment. Ils vont résister dans la bataille de Guinegate, mais ça c'est quand même une date importante dans l'histoire de France, où vous, je vais vous considérer comme les Français, comme l'ennemi, vous n'avez pas pu nous vaincre, nous conquérir. Et c'est très intéressant, c'est aussi ce qu'on constate, c'est que cette identité bourguignonne... Oui, jusqu'en 1815. Oui, mais avant Louis XIV, il va nous chipper une partie de la Flandre, mais là, il faudrait une deuxième émission pour parler de ça. Mais c'est très intéressant, c'est qu'on voit que on était quand même assez indépendants, autonomes. On en a parlé, les grandes villes. Ok, on parlait, on était à la même table avec le duc de Bourgogne. On se partageait le pouvoir, quelque chose que vous en France, à l'époque, vous ne pouviez pas vous imaginer. Mais là, il se passe un truc qu'on voit maintenant en Europe, c'est que grâce à un ennemi commun, on se dit unis. Comme maintenant en Europe. On se dit de plus en plus, on est européen, on va se serrer les coudes. Là, on est bourguignon du Nord, on se serre les coudes, on va faire front à Louis XI. Et ça, quand même, dans votre histoire nationale, parce que pour vous, l'histoire bourguignonne s'arrête à la mort de Charles Téméraire. Oui. C'est pas vrai. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que... je pense que ce que montre bien votre livre, c'est quelque chose que montre aussi assez bien Pierre Chaunu dans la longue préface de 80 pages qu'il a faite à une biographie de Charles Quint. En réalité, si Philippe le Hardi est la pièce centrale, c'est que Philippe le Hardi et son frère, Charles V, ont l'idée
à travers cette alliance matrimoniale réussie, où ils mettent en cause, ils contrecarrent les projets d'Édouard III, en faisant épouser la fille du comte de Flandre à Philippe le Hardi, ils veulent arriver jusqu'en Flandre. Et en réalité, c'est ce qui ne se passera pas. Et l'histoire se terminera par la rupture entre la Bourgogne stricto sensu et les plats pays à la suite de Charles le Téméraire. Et là, il faut s'interroger, en tant que Français, il faut s'interroger sur les raisons. Il y a plusieurs sortes de raisons possibles. Il y a d'abord des raisons anecdotiques, c'est-à-dire événementielles, extrêmement fortes. C'est-à-dire que Jean sans peur est certainement un prince beaucoup moins intelligent et beaucoup moins modéré que son père, Philippe le Hardi, et on a ce crime de la rue Barbette, c'est-à-dire l'assassinat de Louis d'Orléans, dans des conditions ignobles d'ailleurs, par Jean sans peur, qui crée un irrémédiable. Cet irrémédiable se reproduit à Montreux quelques années plus tard, quand le dauphin de France, le futur Charles VII, fait assassiner de façon frauduleuse le Jean sans peur. On dit c'est par le trou dans la tête de Jean sans peur que les Anglais sont entrés dans le royaume, alors qu'à Azincourt, les Orléans et Bourguignon, même s'ils ne s'aiment pas, sont du côté de la chevalerie fauchée, d'ailleurs brisée de façon absolument dramatique dans la plaine d'Azincourt. Et donc on a et par exemple, Chaunu dit, c'est le crime de la rue Barbette qui crée à l'intérieur de la famille Valois, ce qui sera 2 siècles plus tard la lutte entre les Habsbourg et la famille de France. Il dit, et effectivement, à la fin, vous qualifiez Charles Quint de dernier des Bourguignons. Effectivement, Charles Quint, au soir de sa vie, dit à son fils Philippe II, qui n'entendra pas du tout ça, il lui dit, n'oubliez pas que nous sommes d'abord de Bourgogne. Bon, mais alors il y a et alors à ce moment-là se créent des événements, c'est-à-dire Philippe le Bon est relevé de l'hommage, mais à titre personnel, pour la durée de sa vie, est relevé de l'hommage du roi de France. Quand il se réconcilie avec Charles VII, il dit non, moi je peux pas rendre hommage à l'assassin de mon père. Bon. Et deuxièmement, et c'est ça qui est très important, il y a l'émancipation. Ça, c'est très très important. Françoise Autran a montré à quel point la domination du Parlement de Paris est fondamentale dans par exemple, la récupération de la Guyenne. Si la Guyenne est restée française malgré la présence anglaise, c'est parce que le Parlement de Paris était compétent en dernier ressort. Et là, les ducs de Bourgogne créent la rupture. Ils créent, on échappe au Parlement. Bon, il y a tout ça, et puis le dernier événement capital, d'après Chaunu, et c'est intéressant, c'est la félonie véritable de Louis XI vis-à-vis je crois c'était sa filleule, tout à fait, Marie de Bourgogne. Elle fait appel à lui après la mort de Charles, et vraiment il essaie, et c'est ça qui provoque cette réaction que vous venez de décrire, de rupture par rapport à Louis XI. Là, on voit vraiment un prince qui perd par sa méchanceté, par son absence de sens de la chevalerie. Philippe le Hardi était d'abord un chevalier. Et donc, s'organise cette affaire-là, et au bout du compte, c'est là où, est-ce qu'on a la France, la Bourgogne et l'Empire, on a une solidarité qui s'organise entre la Bourgogne et l'Empire, et qui va donc aboutir à cette grande lutte de plusieurs siècles entre la maison de France et la maison et les Habsbourg. Mais c'est vrai, est-ce que c'est ça, ou alors, et je finis parce que c'est assez compliqué mon truc, mais ça c'est une histoire politique, ou alors est-ce qu'on peut pas dire simplement que, en fait, Philippe le Hardi et Charles V avaient les yeux plus gros que le ventre, que la Flandre, pour des raisons sociologiques, politiques, géopolitiques, n'avait pas vocation à rentrer dans l'escarcelle du roi de France, et qu'après un siècle de soubresauts divers, on a résolu le problème en disant, bah oui, la Bourgogne historique, elle fait partie du royaume de France, et les Pays-Bas, les plats pays, ils ont une vocation originale. Donc est-ce que c'est l'histoire longue, structurelle, qui conduit à ça, ou est-ce que ce sont des mésaventures accidentelles qui sont celles que je viens de rappeler? Bart Van Loo. C'est toujours les deux. Oui. C'est toujours les deux. C'est quand le mot téléologie est déjà tombé.
moi, je pourrais, comme un dieu sur mon nuage du XXIe siècle, dire voilà, la création des plats pays, c'est le dessein dès le début des ducs de Bourgogne. J'aimerais bien inviter ici, à cette même table, Philippe Lardy, pour lui demander si vraiment, dès le début, il avait cette idée. Je ne crois pas. Philippe Lardy était quand même au début toujours un prince français. Il parlait français. Mais il a quand même tout de suite vu qu'avec cette richesse dans le Nord, qu'il fallait composer avec les néerlandophones, qu'il a cherché un précepteur néerlandophone pour son fils, Jean Sampeur, qui apprend le néerlandais, le moyen néerlandais. C'est très important parce que ça joue toujours aujourd'hui. Hein. Jusqu'au XXe siècle, on va, nous les Flamands, demander à nos dirigeants, mais s'il vous plaît, souvent ils étaient francophones, parlez-nous dans notre langue. C'était déjà ce qu'on disait à Jean Sampeur, parlez-nous dans notre langue. Et je crois que par des soubresauts, par des coups de génie, par des coups de bonheur, par le grand règne de Philippe Lardy avec le génie de Nicolas Rolin derrière. De Philippe Lebon. Philippe Lebon et Nicolas Rolin, son chancelier, son premier ministre, son Richelieu, si vous voulez. On a cette création de quelque chose qui est incroyable. C'est donc les deux. Mais pour parler du pont de Montereau, il y a une image qui m'a toujours frappé là et on rejoint la grande histoire de France, la vision des Bourguignons dans l'histoire de France. Vous êtes déjà allé à Montereau ? Oui. Le pont est toujours là, c'est un pont en béton maintenant. Ça s'appelle Faux-Lyon parce que c'est là où c'est la confluence entre Lyon et la Seine. Oui, et non, je crois que la Seine aurait dû s'appeler Lyon. Oui, absolument. Le débit Lyon est plus fort que le débit de la Seine. Pour les auteurs de chansons, c'est beaucoup plus compliqué. Pour les poèmes d'Apollinaire, je ne sais pas comment il aurait fait sous le pont. Mirabeau coule le Lyon. Ça aurait dû... Pour les rimes, c'est compliqué. Oui, Lyon. Donc, on a dû prévoir ça. Mais il faut, j'étais là, il faut chercher une toute petite pancarte qui est accrochée au pont où on dit que le 10 septembre 1419, le duc Jean Sampeur a été assassiné, etc. C'est tout. Donc, il faut se pencher. On se penche et quand on se redresse sur le pont de Montereau, on constate qu'on est à l'ombre d'une énorme statue équestre de Napoléon. Voilà la France résumée en une seule image. Ça a été d'ailleurs une bataille épouvantable dans la campagne de France, la bataille de Montereau, et ça a été une destruction impressionnante de la ville. Marc-Olivier Padis. Alors, une autre chose qui est vraiment très intéressante dans votre livre, c'est les liens économiques entre cette partie du Nord et le Royaume-Uni. C'est vraiment impressionnant de voir l'intensité de la vie économique. Vous avez parlé des villes, et justement, Fernand Braudel disait, en Europe, il y a des États à ville, il y a des pays à ville et des pays à État. Et la France est un pays, évidemment, à État. On n'aime guère les villes, et l'Italie, l'Allemagne sont des pays à ville, et alors les plats pays c'est vraiment les villes qui sont les lieux de pouvoir. Et d'ailleurs, vous décrivez des révoltes et des massacres qui sont impressionnants de cruauté et d'irrédentisme aussi. C'est tout à fait impressionnant. Mais donc, je voulais que vous disiez un mot de l'importance de ces liens entre donc le Nord, les Pays-Bas en particulier, et puis le Royaume-Uni pour ce qui est le textile, le début d'un développement économique vraiment important. Parce qu'aujourd'hui, on comprend que finalement, là aussi, c'est un peu de l'histoire longue et de l'histoire européenne. Ça reste quelque chose de très fort pour ces régions. Pardon de l'eau. Oui, c'est vrai. Et peut-être... Ce lien ancestral avec l'Angleterre peut-être aussi expliquer le succès en en Angleterre de mon livre, ça c'est sûr. Mais c'est vrai, il faut parler du contexte urbaniste, si je peux m'exprimer comme ça. Il faut vous imaginer que donc en 1350, donc juste avant l'arrivée de Philippe Lardy en Flandre, il faut vous imaginer la Flandre qui vient d'avoir un double boom. Un boom industriel, avec l'industrie drapière, avec l'importance de l'Angleterre, avec la laine qui vient d'Angleterre. Et donc, de toute façon, il faut garder le contact avec les Anglais. Et un boom démographique. Alors, je vais citer quelques chiffres, juste pour dire, Beaune et Dijon, c'était des quelques milliers d'habitants. Mais Ypres, c'était autour de plus de 30 000. Gand, Bruges, 45 000. Et Gand, presque 70 000. Gand était le Manhattan de la fin du Moyen-Âge. Et ce qui est
encore plus surprenant, c'est que ces villes ne sont pas du tout très loin les unes des autres. Donc c'est une espèce de concentration de métropoles dans la Flandre qui fait que Ypres, Gand, Bruges est tout près. Pour vous, c'est rien. La Flandre, c'est une maquette par rapport à la France. Et donc, on a une concentration urbaine qui est énorme. Il y a d'autres villes. Il y a Courtrai, il y a Anvers, il y a des Termonde. On peut, en Flandre, à cette époque-là, dans la journée, en marchant, on retrouve une autre ville. Je ne sais pas comment c'est en France, mais en France, c'est pas du tout le cas. Il y a Paris, et à côté, c'est le néant, si je peux m'exprimer. C'est un peu exagéré, là, les Lyonnais vont Philippe le Hardy était très bon à cheval, qui faisait des... Ah, ça, c'est génial. C'est impressionnant, les chutes. Il y a des gens qui l'ont décrit, mais lui, il est le... C'est vrai, c'est nouveau pour lui. Donc, tout à coup, il se marie avec quelqu'un dans le Nord, comme ma femme. Enfin, un peu, c'est le mouvement. Là, c'était l'homme qui venait du Sud. Ma femme, elle est bourguignonne qui venait du Sud. C'est pourquoi j'ai dit qu'elle est rentrée chez elle dans le Nord. Je crois qu'après tout ce qu'on vient de dire, c'est assez clair. Sauf qu'elle ne le savait pas. C'est ça. Elle est agrégée de lettres. Elle a lu. Elle n'en savait rien. C'est quand même drôle que c'est quand même dans le... Comment ça s'appelle ? Dans l'angle mort de l'histoire de France. C'est très bien comme définition. Oui, et je crois que ça pourrait être un bon sticker sur mon bouquin. L'angle mort va bon, mais c'est vrai. Et là, Philippe le Hardy, les chevauchés de Philippe le Hardy. Les chevauchés, là, mais tout à coup, imaginez-vous, il est donc tout à coup, il va aller passer de Dijon à Gand. Mais c'est énorme, hein. C'est énorme. En 3 jours, donc. Et ça dépend. Le record, j'ai pas les chiffres ici parce que là, je fais un nouveau livre où je voyage sur parce que c'est un récit qui retentit tellement à l'échelle internationale et chez nous que je me suis dit, je dois le faire, sinon jamais personne ne va le faire. Je fais un livre de voyage où je voyage sur les traces en Europe des téméraires, d'Utrecht à Berne, parce qu'on n'a pas parlé de Suisse, parce que les Suisses sont très à Berne. Aller à Berne, c'est incroyable, parce qu'on y trouve de Liège à Beaune. Et donc là, je suis les traces du téméraire, du Hardy, et le record, c'est après l'assassinat de la rue Barbette. Donc Jean sans peur, tout à coup il se dévoile, il dit c'était moi, et puis il saute sur son cheval et il va directos en Flandre, et c'est le record au Moyen-Âge. J'ai pas les chiffres exacts, il y a aucun autre exemple d'un chevalier il avait raison, qui a fait sa vie. Il fallait sauver sa vie. Mais ça, c'était juste une fois. Philippe le Hardy, il faisait ça plusieurs jours de suite, et c'est lui vraiment le véritable chevalier au sens de quelqu'un qui était à cheval au Moyen-Âge. Jean-Louis. Oui, il y a une dimension assez différente sur laquelle je voudrais attirer votre attention, qui explique aussi le malentendu. C'est le rapport au luxe. Le rapport à l'argent, le rapport au luxe, le rapport à la civilisation. En réalité, c'est incroyable, le Philippe le Bon, notamment quand on voit les descriptions du vêtement de Philippe le Bon au moment du sacre de Louis XI. Il est encore, à ce moment-là, son tuteur, en réalité, quasiment. Ça va pas durer longtemps, parce que Louis XI va vite prendre la tangente. Mais il a les descriptions, enfin, c'est d'un raffinement, etc. Et ça, les Français ont un rapport assez hostile en réalité au luxe, parce que c'est lié à Louis XIV, c'est lié... et quand on voit la Révolution française, c'est faite contre le luxe. Danton dit, en voyant Saint-Just, cet extravagant m'inquiète, il veut une république de Sparte, c'est une république de cocagne qu'il nous faut. La république de cocagne, ça ne marche pas en France. Et Louis XI... c'est un roi de l'humilité vestimentaire, de la pauvreté, etc. Et ça correspond à quelque chose de profond. Donc il y a un rejet aussi de ce modèle aristocratique extrêmement raffiné, qui personnellement, parce que je suis pas du tout comme il faut, me fascine personnellement. Ah bah oui, là il faut qu'on parle un instant de ces fameux banquets bourguignons, quand même. Juste quelques détails croustillants, et après se poser une question essentielle. Bon, ce qu'on voit, ils adorent les surprises, le duc de Bourgogne. Par exemple, un énorme saumon est coiffé d'une tête de cochon. Bon appétit, monsieur. Et les cochons rôtis arrivent évidemment à la Astérix et Obélix, mais on les farcit
de petites saucisses soigneusement... C'est comme dans Pétrone avec Néron, c'est la même chose. Oui. Bon, là, on saute encore quelques siècles, mais donc les cochons rôtis étaient farcis de petites saucisses soigneusement reliées entre elles. On recoud le ventre du cochon, on le jette assez rudement sur les tréteaux pour que le ventre se redéchire et pour que ces saucisses giclent sur les tables comme un interminable chapelet. Il y a les chapons casqués. Donc un chapon, je sais pas, en armure, à califourchon, sur un cochon rôti dont vous savez maintenant que ce cochon est rempli de petites saucisses religieusement reliées entre elles. Et tous, là-dessus, à califourchon, le chapon casqué, tout cela est porté dans la salle d'apparat par 4 nains hongrois. Il y a 28 musiciens dans un énorme pâté en croûte. Il y a des dragons, il y a des pans qui crachent du feu. J'adore. Les détails, vous trouvez des pages entières dans mon bouquin. J'adore. Mais il faut après se poser une question essentielle. Il faut ce que j'essaie de faire. C'est de suivre la tâche que nous a donnée Balzac à la première page des Illusions perdues, c'est-à-dire qu'il faut toujours raconter la grande petite histoire. Là, c'était la petite histoire. Relions maintenant cette petite histoire à la grande histoire. Ça, c'est le défi de l'écrivain qui veut faire de l'histoire. C'est très simple, c'est la guerre de 100 ans. On en a parlé, la France et l'Angleterre, chaos sur le tapis. Il y a un vide du pouvoir, une vacance du pouvoir. Et alors là, on a les ducs de Bourgogne qui montent en puissance, qui voient le vide du pouvoir. Ils veulent se jeter dedans, mais c'est deux qui savent très bien qu'ils ne sont pas rois. Donc ils se jettent dans ce vide du pouvoir avec un tralala inouï, avec une splendeur qu'on n'a jamais connue, avec un bling-bling médiéval. Et de façon que tout le monde qui regarde de près ou de loin se dise « Mais ces ducs, c'est vraiment des rois. » Et là, on voit vraiment... Louis d'Orléans comme Jean sans peur. C'est la propagande bourguignonne, mais qui est en même temps une déclaration honnête à la beauté, s'entourer de grands artistes pour se vanter, pour mettre en valeur la puissance qu'on n'a peut-être pas. Et donc, en même temps, c'est une propagande, mais en même temps, c'est la beauté. C'est vraiment un amour honnête et sacré de l'art, de la beauté, des artistes. Et c'est ça que j'adore aussi vraiment dans cette histoire, dans ces ducs de Bourgogne. Alors, Bart Van Loo, nous sommes arrivés au terme de cette émission, mais j'ai peur de faire redescendre tout le monde de l'évocation rêveuse de ces banquets dont vous nous avez donné quelques détails à une dimension beaucoup plus prosaïque, mais nous avons des auditeurs en France, nous avons des auditeurs en Belgique, nous avons des auditeurs en Suisse. Et nous n'avons pas parlé de la Suisse dans la Bourgogne. Alors, c'est moins enthousiasmant peut-être, mais pour intéresser aussi nos auditeurs suisses. Bon, c'est vrai que la Suisse, il faut parler de la Suisse. Je viens, donc pour mon nouveau livre, j'ai suivi les traces de Charles Téméraire en Suisse. C'est fascinant, hein. Alors, on ne veut pas parler de tous les détails. Il y a d'abord la bataille de Grandson. Il y a la bataille de Grandson, c'était même pas une bataille, c'est une poursuite. C'est une fausse poursuite, parce qu'il y avait presque pas de chevaux parmi les Suisses. Donc, et il a laissé sa grande fortune, son butin bourguignon, dit Burgunderbeute, il l'a laissé là-bas. Son trône, son trésor, les chasubles, et on en trouve toujours des traces en Suisse, à Berne, parlons de Berne maintenant, de musée d'histoire de la ville de Berne, où on retrouve la couverture de mon livre, et je dois saluer Marie Leroy des éditions Flammarion, qui, parce que normalement, pour un livre d'histoire, c'est plutôt spécial. Normalement, on retrouve la tête ou une miniature, et là, on trouve une tapisserie, la tapisserie de 1000 fleurs, qu'on voyait dans la tente de Charles Téméraire. C'est incroyable, il prenait ça avec lui, même pendant les campagnes. Enfin bon... Toujours pour... et donc, on retrouve ça au musée d'histoire de Berne. C'est splendide, c'est magnifique, mais... Recentrons quand même la chose sur la place de la Suisse dans cette épopée bourguignonne. C'est les Suisses qui vont, avec l'aide des Lorrains à la fin, à la bataille de Nancy, mais dans 3 batailles successives, vont mettre fin, sponsorisés par Louis XI, à la Grande Bourgogne. Et alors, on peut se poser la question pour la Suisse particulièrement. Est-ce que ça joue un rôle
dans la formation de l'identité nationale suisse? C'est une bonne question, c'est aller trop loin. Ce serait trop romantique de dire que la Suisse moderne est née à Grandson ou à Murat. Mais ce qui est vraiment vrai et important de pointer d'un doigt et même de deux, c'est que on voit le rapprochement à travers des aventures du Téméraire, le rapprochement entre la Suisse germanique et la Suisse francophone. La Suisse francophone faisait partie de la Savoie. C'était la Savoie qui va être conquise par les Bernois. Alors Charles Téméraire qui arrive, qui va il veut remettre en ordre les problèmes de son ami, des amis de Savoie. Et ça va pas marcher. C'est une défaite totale. Et on voit là, pour la première fois, que la Suisse francophone et germanique vont être unis. Et ça, dans l'histoire de Suisse, est très important, je crois. C'est pour la première fois ce rapprochement violent entre ces deux domaines linguistiques. Ça me fait. Et pour terminer, un petit détail. Dans la cathédrale de Lausanne, où on peut toujours aller magnifique, dans le chœur, après la défaite à Grandson, il va à Lausanne, Charles Téméraire, et là dans le chœur, on peut toujours le voir, cette chœur on peut l'imaginer là, il va jurer qu'il va donner sa fille Marie de Bourgogne à Maximilien d'Autriche. Donc le sort de l'Europe est décidé dans le chœur de la cathédrale de Lausanne. Parce que là, c'est le début des Habsbourg, de Charles Quint, alors là, l'arrière-petit-fils qui va reprendre son nom et qui va être donc le plus grand roi, empereur que l'Europe a jamais connu peut-être, et qui va toujours rêver de retrouver la Bourgogne. C'est quand même triste. Vous en faites un tableau. Il a toute l'Europe, sauf la Bourgogne. Vous en faites un tableau un peu médiocre, d'un homme un peu médiocre de Charles. Ah bah oui. Et vous faites aussi juste un mot sur Charles VI. J'ai été très frappé. Vous le décrivez à Rosbeck comme vraiment un prince à la fois vaniteux et paranoïaque. Et ça, c'est très intéressant parce que ça montre peut-être l'origine de la paranoïa qui va se saisir de lui 10 ans plus tard dans la forêt du Mans. Et pour la médiocrité de Charles Quint, tout le monde aurait été médiocre à sa place. Tout ce qui lui tombait sur les épaules, c'était trop pour un homme... La phrase, c'était accablé d'héritage. Voilà. Bart Van Loo, merci. Votre livre s'appelle Les Téméraires. Il est publié chez Flammarion. Il est sous-titré « Quand la Bourgogne défiait l'Europe ». Peut-être aurait-il pu aussi bien être sous-titré « Quand la Bourgogne préfigurait l'Europe ». Non, mais défier, dans le trésor de la langue française, ça veut dire, au Moyen-Âge, suspendre le lien féodal. C'est pourquoi on a choisi défier. Il suspend le lien féodal vis-à-vis de l'Allemagne, de l'empereur et du roi. Je suis très content du sous-titre. En tout cas, je pense que nos auditeurs auront compris à la fois le plaisir qu'on a à lire votre livre, mais aussi le plaisir de la découverte, comme au fond de quelque chose dont je ne sais pas s'il faut dire c'est quelque chose de caché ou quelque chose qu'on nous a caché. En tout cas, Bart Van Loo, merci.